Pascal Dixon-Meloche. Bonjour Pascal. Salut Stéphane, ça va bien? Oui, ça va bien, toi-même? Alors, écoute, pour la plupart des gens, si on n'est pas jeune et on n'est pas skater ou on ne te connaît peut-être pas, alors ça serait le fun que tu nous racontes un petit peu d'où tu viens puis ton cheminement. Je suis né à Saint-Lazare, j'ai grandi là et maintenant j'habite à Vaudreuil-Dorion. Okay. Ce que je fais dans la vie, j'ai une école de planche à roulettes, j'enseigne le skateboard. J'ai eu la chance de faire le tour du Québec grâce au battle rap. Fait que je suis un battle rapper. Je suis quelqu'un qui a un talent spécial pour insulter des personnes qui ont besoin d'un talent spécial pour être insultées. Et ça m'a amené à faire le tour du Québec. OK, alors le battle rap, ça se résume à l'insulte presque. C'est ça que tu nous dis? En fait... C'est un peu caricatural, j'imagine. Oui, exactement. Okay, c'est le divertissement que le monde s'attend à voir quand tu y vas, mais il y a une culture là-dedans et une certaine structure à respecter pour que les autres personnes qui en font jugent aussi que t'es pas juste une personne qui a de la gueule. Là. OK, ouais, mais ça compte. Oui, ça pèse dans la balance. Ça pèse sérieusement. OK. Bon, alors, ben pourquoi... je comprends. Bon, t'es jeune, le rap, ça existe quand même depuis 15-20 ans au moins, probablement? Au Québec, je te dirais depuis pas mal plus que ça. Là. Au Québec, ça a commencé en 1991 avec MRF, Mouvement Rap Francophone, qui chantait la chanson « Danser, chanter, MRF est arrivé ». Et... Bon, OK, t'as les bases. Ça, je leur dirais pas, là. Ouais, mais exactement, fait que c'est un peu plus vieux que ça. Le hip-hop aussi, ça a commencé dans le temps de New York, où il y avait les projects, où le monde y mettait de la musique et il faisait du rap au milieu dans le parc. Mais ça, c'est les années 90? Non, ça, je te dirais plus les années 70. Là, à ce point-là? Ouais, vraiment. Okay, les premiers, les chapeaux Cool Gang, le gros hoodies... Ça a commencé de là, c'était vraiment plus festif là, à l'époque. Oui. Et puis de là aussi a commencé un peu l'ère du battle parce que les jeunes, ils chantaient en plein milieu puis ils faisaient leur meilleure performance. Donc il y avait une compétition dans le cercle qu'on appelle un cypher. Et de là a commencé le hip-hop dans les années. Mais sinon, on peut retourner ça en Afrique avec le rythme des tam-tams. Mais ça, c'est un peu très genèse. Oui, je comprends. Là, on est loin. Puis toi, alors, qu'est-ce qui a fait que tu es allé vers ça? Pourquoi le hip-hop? Ça te parlait, mais le discours dans le hip-hop ou juste la musique, la vibration, c'est le vibe, là, comme on dirait, dans ce langage-là? Quand j'étais au primaire, je faisais du breakdance. OK? Alors, moi, je dansais pas, à part les slows. Ça, j'étais pas pire. Avec comme catcher, contourner à droite, ça allait pas pire. Mais il y avait le breakdance qui était comme pas mal plus énergétique, parce qu'il y avait des figures qui m'intéressaient. Fait que je me suis mis à faire du breakdance et je me suis blessé en sautant, en faisant un flip et en atterrissant. Je me suis cassé 3 phalanges dans les orteils. Fait que je me suis dit, bon, je fais plus de breakdance, c'est trop dangereux, je vais faire du skateboard à la place. C'est totalement moins dangereux. Complètement. D'accord. Alors, pendant un long moment, je ne faisais pas de rap. J'étais désintéressé par le rap parce que le rap que j'écoutais était du rap qui passait à la radio. Donc, on n'avait pas les mêmes sujets de vie, tu sais. Moi, je regardais la télévision avec mes parents, puis eux autres, ben, ils vendaient de la drogue puis ils volaient des chars. Fait que j'avais pas la même culture qu'eux à l'époque. Jusqu'à temps que je m'intéresse à la musique au secondaire, je commence à jouer de la guitare, que je m'achète une bass, que je me parte un petit cover band avec mes chums dans mon garage. Puis j'arrive au cégep. Puis au cégep, il y a un de mes amis qui fait du rap. Fait que là, je me dis, c'est facile, faire du rap, yo, puis tout va bien aller. Puis c'est là où j'ai découvert qu'il y avait une éthique d'écriture en arrière du processus d'écriture. Fait que j'ai découvert qu'est-ce que c'était des des punchlines, c'était quoi un schéma, comment faire un scheme, un schéma, un scheme, un schéma, un scheme, un schéma, un scheme, un schéma. Ouais, mais là, tu cherches un terme, là? Ouais, c'est ça. Une structure, en fait, pour la structure, c'est ça. OK. Fait que les multisyllabiques,
que tout rime ensemble. Ensuite de ça, les assonances, où ce que tu peux tricher, courber ta rime avec le son, puis le rythme et le chant que tu utilises. Oui. Fait que ça m'a vraiment intéressé, puis je me suis investi là-dedans. Moi, ce que j'aimais, c'est de performer devant les gens. Puis quand on le faisait sur Internet, sur un site Internet qui s'appelait hiphopfranco.com, qui était les pionniers du battle rap québécois, avec des rappeurs comme Corias, Loud, Slot One et Insa. Et ça, dans le fond, c'est les 4 qui m'ont plus impressionné quand j'en faisais en 2008. OK. Fait qu'en 2008, j'ai commencé à en faire. Et puis là, on s'est mis à aller faire des spectacles parce qu'on écrivait des chansons, moi et mon ami du cégep. On a fait notre premier spectacle, c'était à Rimouski. Fait que Rimouski, c'était 8 heures de char, puis ça nous a pas fait peur. Donc, après ça, n'importe où ce qu'on était invité, grâce au site Internet, qu'on avait des amis un peu partout dans le Québec, ben on y allait. Puis pour nous, c'était la découverte. Puis je pense que c'est ça qui a forgé notre style, c'est ça qui a forgé notre caractère, le fait qu'on est capable de parler avec n'importe quelle foule. Parce que quand tu arrives à Montréal, c'est pas la même gang que quand que tu vas à Rimouski. Ah, je suis convaincu. C'est ça. C'est une autre culture, là. C'est un autre nom. Totalement. Puis je le réalise de plus en plus quand que je vais voir des humoristes. Oui. Les humoristes à Montréal vont faire des jokes sur le transport en commun, puis ils vont aller faire leur argent dans les bars, dans les régions, puis ils vont parler de transport en commun, puis tout le monde est comme, ben moi j'ai mon char, hein, puis j'ai un demeureur du store. Ça parle pas. Ça lève pas, ça pogne pas, ils connectent pas avec le public. Fait que, en faisant des shows partout au Québec, j'ai réussi à développer ce talent-là de communiquer et faire des connexions. Puis c'est avec un côté positif que tu te fais des amis. Ouais, fait que des amis, ça engendre des contacts. Puis les contacts, c'est qu'est-ce qui reste. T'sais. Un contact pour de l'argent, ça va disparaître. Tu as fait ton argent, je fais mon argent, c'est fini là. Ouais. Mais des contacts par passion, ça se tient au fil des années. Puis encore là, aujourd'hui, j'ai encore des amis qui m'invitent à aller faire des projets que malheureusement, je suis pas tout le temps disponible, mais quand j'ai le temps, on y va, puis c'est le fun d'avoir parce que t'as encore une pratique de hip-hop? Oui. En fait, dernièrement, je me suis racheté une machine qui s'appelle un MPC. Okay. MPC, c'est pour Music Production Center. Okay. Alors, tu fais tout avec ta machine. C'est une machine qui échantillonne de la musique. Fait que la musique peut être échantillonnée de la radio, de vinyle, de cassette, de CD, d'MP3, directement de Spotify. Idéalement, tu essaies d'avoir le meilleur format de musique. Fait que le meilleur format, c'est taper le nom de la chanson .flv sur Google ou t'acheter le gros vinyle avec la grosse aiguille et le gros tourne-disque. Okay. Mais là, tu enregistres... Juste un court extrait d'environ 8 secondes. Oui, parce que c'est ça. On a le droit de faire ça parce qu'au-delà de ça, tu es obligé de payer des droits. Oui, ça, exactement. Hein, c'est la limite, ça. Exactement. Puis pour les droits, tu sais... Utiliser mettons, la musique de Whitney Houston, OK? Ouais. Tu utilises en fait, Whitney Houston n'a pas composé. C'est quelqu'un qui a produit et composé la musique pour elle. C'est parce que c'est le fil pour arriver à sa production musicale. Exactement. Quand tu empruntes de elle pour te construire, faut pas que tu aies une gêne en disant « Hey, si jamais ça devient viral, là, je vais me faire actionner puis je pourrais pas vivre avec. » Non, je crois que tu dois produire. Puis la journée que ça va être viral, moi, j'aurais aucun problème de tout donner mes droits à Whitney Houston cette journée-là parce que c'est qu'est-ce qui t'a fait mettre ça à map anyway, tu sais. Ouais. Fait que faut pas être gêné là-dedans, surtout dans les entre ça des 8 secondes, il n'y a pas de problème. Ben non, c'est ça aussi. T'en prenais plus que ça, ben là, quand tu commences, tu prends le gros piano de 16 mesures puis tu rajoutes tes drums toi-même. Mais plus loin que tu vas juste aller chercher juste une petite ascension de voix qui monte. Puis là, tu vas le pitch, fait que ça va être une petite voix plus accélérée. Puis ça se mixe très bien avec d'autres instruments. Finalement, c'est de la composition. Tu fais de la composition musicale. À base d'échantillonnage. OK. Oui, mais c'est un instrument de composition. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui travaillent de cette façon-là. Hein? Oui. Il y a beaucoup de musiciens, beaucoup de musique qui est entendue, qui est faite comme ça. Puis même les reprises, tu sais, beaucoup de reprises qui c'est tout ça, en plus des instruments de transformation musicale. Ça fait que, tous les synthétiseurs qui existent. Voilà. Puis c'est quoi? Il y a des programmes aussi pour que la voix soit juste. Oui, l'autotune. Autotune, etc. Fait que finalement, bon. Alors, t'es compositeur musical, t'es poète
Oui. Okay, t'écris de la poésie? C'est de la poésie 2020, je te dirais, c'est actuel. Moi, j'ai choisi le rap parce que c'est un format qui me permet de m'exprimer et d'être libre. Que, tu sais, c'est pas que, admettons, un poète va venir me dire comme, ben, je trouve que t'es un peu vulgaire, tu sais. Ben, moi, dans mon style, quand même que je serais vraiment vulgaire, il y en a qui font 6 fois pire que moi. Donc, c'est vraiment représentatif et authentique à ce que je vis, aux sentiments quand je l'écris. OK. Le cadre, OK, du hip-hop, parce qu'il y a un esprit hein, dans la poésie, dans le rap, là, parce que là, je sais plus, je dis hip-hop, rap, je sais pas si je parle de la même chose exactement. Hip-hop, c'est un mode de vie. Okay. Le rap, c'est la musique. C'est le rhythm and poetry. Ouais. OK. Ah oui, OK, tu vois, je savais même pas. OK, genre, on apprend beaucoup de belles choses. Donc, mais ce type de poésie-là, est-ce que tu as si tu restes avec cette appellation-là, est-ce que tu as des sujets que tu peux pas aborder? Est-ce que tu es vraiment libre de traiter de n'importe quoi? Ou est-ce que tu es un peu coincé dans un type de propos? Bien, l'idéal, quand tu veux être le meilleur dans ce que tu entreprends, c'est pas de soucier des opinions des gens. Les ateliers de rap que je donne... Oui. Tu les donnes à quel groupe d'âge? C'est 4e année primaire. Parce que c'est là où ils sont initiés à la poésie. Et c'est quand même un défi d'intéresser un enfant au français parce que le français, veux pas, c'est quand même une des matières qui est comme vraiment difficile pour la plupart des jeunes. C'est dur parce qu'il faut que tu apprennes toute l'orthographe, t'as des règles de conjugaison, etc. Et la grammaire fait que le jeune est un peu désintéressé dû à genre certains échecs. C'est sûr que tes parents sont docteurs, ils te forcent à lire un livre à tous les jours, t'en manges, t'aimes ça les livres dont vous êtes le héros, tu t'es trouvé une collection qui t'intéresse. Là, c'est un peu plus facile pour toi le français. Mais tant aussi longtemps que t'as pas eu une étincelle pour t'intéresser, tu porteras pas. T'sais. Moi, mon rang centième en français en secondaire 5 est comme nul, OK? En exposé oraux en plus. Alors, t'as fait un chemin entre ça puis aujourd'hui, je sais pas. Écoute, je remercie mon professeur de français à l'époque. Elle a fait son travail, elle m'a enseigné, puis j'ai pu aller au cégep grâce à elle. Mais je sais pas si c'est elle qui m'a évalué. Ben peut-être pas, parce qu'elle a réussi à t'allumer. Peu importe l'évaluation au bout. L'évaluation, c'est... j'ai été initié au français un peu plus au cégep. C'est là où j'ai commencé à aimer ça. OK. Fait que c'est pour ça, aller donner un atelier à des jeunes, ça m'implique à tu sais, juste essayer de voir si les jeunes, ça les intéresserait. Parce que veux pas, aussi dans les nouveaux films de super-héros avec les Avengers, DC Comics. Aujourd'hui, il y a surtout les mangas japonais. Les jeunes raffolent de ça. Là. Oui, mais là, OK, il faut que je te conte une anecdote là, sur les mangas japonais. Quand j'étais en 2e année primaire, je lisais les mangas Dragon Ball. Okay? La petite histoire de Sangoku, qui est un orphelin jeté sur une planète qui apprend à se développer avec son grand-père et puis qui sauve le monde et qui est super intègre, super confiant, qui veut devenir de plus en plus fort. J'adore ça. Là, moi, je me suis rendu compte que aujourd'hui, ils ont sorti une nouvelle série qui poursuit les 42 tomes que j'avais déjà lus à l'époque. Fait que moi, let's go, je recommence à lire ça. OK. 16$ le livre, il y en a 10 à acheter. 160$ dans les livres, un bon investissement cette année dans les livres. Là. OK. Fait que je recommence à lire ça, puis je suis vraiment intéressé, puis je me dis, hey, ça, là, ça va intéresser mon filleul. Ouais, ben mon filleul, il y a YouTube, hein, puis il les a en vidéo maintenant. Lâche l'écran. Ah, c'est ça. La lecture, l'écran, c'est ça. C'est toujours ça. Le problème, c'est parce que l'écran puis tout ce qui se passe à l'écran devient tellement important. Puis l'effort qu'on a à faire dans la lecture... Le média visuel est écœurant. Là. Je veux dire, maintenant, les documentaires, ça aide beaucoup de personnes. Certaines personnes ont des opinions un peu trop fondées à cause d'un documentaire. C'est comme des livres. Si tu lis juste des livres sur la Révolution française, puis tu lis pas l'autre bord de la médaille, ça se pourrait que tu sois un peu borné, tu sais. Puis l'intelligence, c'est le fait d'accepter qu'est-ce que l'autre te raconte pour participer à une discussion, tu sais. Ouais, assez ouvert, c'est ça. Si t'es fermé, ben t'es pas vraiment intelligent, tu sais. En tout cas, tu bougeras pas beaucoup. Exactement. Tu ne vas pas évoluer.
Sauf pour les mathématiques et la science, là, c'est quand même assez close mind. Là. Ça, c'est bon. C'est bon de... Puis un autre aspect de ta créativité, c'est que à partir de je sais pas si c'est à partir du rap, à partir où tu fais du vidéo. Ouais. Puis tu fais tes montages vidéo. Oui, avec Adobe Premiere. OK, ouais. C'est un bon outil. Encore, c'est un autre aspect, là. Ouais. T'es aussi, donc, je sais pas, parle-moi un peu de ça. Ben, quand je fais des vidéos, en fait, j'utilise des caméras qui sont faciles et disponibles. Donc, je me suis acheté... Ben non, mais en fait, c'est ça. Au début, je me suis acheté un DSLR pour pouvoir shooter en manuel puis avoir de la belle profondeur. Puis, oups, excuse-moi, j'ai touché à mon micro, j'ai un peu fucké ça. Non, c'est parfait. Non, cool. Pour avoir de la profondeur puis avoir une belle qualité d'image. Puis, je me suis rendu compte que c'est pas ça que moi je fais. T'sais. Moi, ce que je fais, c'est je suis créatif. Fait que pour être créatif, ça prend quelque chose qui est instinctif, quelque chose qui va vite. Donc, les GoPro, le iPhone X, une petite caméra point and shoot. J'ai jamais autant filmé qu'avec une caméra point and shoot. Tu ouvres ton code, tu sors ta caméra, clic, 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 tout se fait. Sortir le sac, ouvrir, choisir tes lenses, c'est un projet vraiment comme tu veux créer une image, puis c'est ça que tu veux. Quand je fais du vidéo, je veux plus tout capter, puis ensuite de ça, tout remettre dans une boucle pour que quand la personne le regarde, comprenne qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là. Puis pas nécessairement qu'il fasse « Wow, c'est beau, c'est écœurant », c'est plus « Ah ouais, t'as été faire ça, t'as été faire telle activité, ça c'est impressionnant. Ah, t'as été dormir dans la neige, vous êtes construit un igloo en neige. » Ben ouais. Le problème, c'est que filmer dans la neige, c'est froid, les batteries gèlent, fait que t'es tout le temps obligé de les mettre dans tes pantalons, puis tu sors la batterie, puis là, puis c'est ça, les petits point and shoot. Fait que c'est beaucoup... intuitif quand que je fais du vidéo. Ou j'utilise Instagram. Instagram? Ah, Instagram, c'est un réseau, c'est une plateforme, un réseau social. Oui, je connais un petit peu. C'est des images surtout sur Instagram, je pense, non? Oui, bien, il y a un Snapchat qui était une application avant Instagram qui offrait de faire des vidéos de 10 secondes. OK. Et moi, dans le fond, j'ai vraiment beaucoup appris avec Snapchat parce qu'il faut que tu fasses tout en 10 secondes. Fait que si c'est pas réussi en 10 secondes, on ferme et on recommence. Fait que si c'est une bouteille de champagne, on manque pas notre shot, on a 10 secondes, faut qu'on starte à bon endroit, faut qu'on le ferme. Fait que tu peux pas couper et éditer ton clip. Fait que c'était tout le temps d'être on point. Maintenant, Instagram te permet de faire des vidéos d'1 minute et demie. Je trouve que il n'y a pas assez de restrictions, ça devient moins créatif. Surtout les influenceurs qui l'utilisent, ils l'utilisent beaucoup pour la vente, à place de juste faire vivre une émotion au monde à travers la vie qu'ils vivent. Ça devient moins créatif. Oui, exactement. Cette forme-là, parce qu'elle est moins exigeante. Puis tu apprends moins peut-être à travers. Oui, tu apprends différemment. Être influenceur, c'est quand même assez exigeant. Comme ici, on a un beau studio, on a un beau piano, tu prends une belle photo, après ça, tu as une petite job de colo. Puis, la Maison Félix Leclerc offre des ateliers d'écriture de telle heure à telle heure, inscrire l'information puis le poster. Ça, c'est quand même beaucoup d'ouvrages. Oui. Puis c'est pour ça qu'ils sont rémunérés pour ça. Okay. En carte cadeau. Ça commence comme ça. Après ça commence comme ça. Mais oui. Okay. Moi, ce que je préférais montrer ici, c'est qu'est-ce qui se passe ici, tu sais, que le monde fasse « Ah, il se fait ça à la Maison Félix Leclerc ». C'est plus intéressant de voir qu'est-ce qu'il fait que de faire mettre une pub. Parce que moi, si je regarde ton Instagram, Stéphane, c'est pour voir qu'est-ce que Stéphane fait aujourd'hui. Comment il vit sa vie. Stéphane, c'est un personnage qui m'intéresse. C'est quelqu'un que je veux voir. Contrairement à l'autre personne qui va t'offrir 15 % qui, dans le fond, fait 8 % sur la cote de l'objet qui te vend. C'est moins tag. Là, OK, je vois. Puis, tu m'as parlé, puis c'était vraiment intéressant, tu m'as parlé de tes parents, du travail de ton père, que quand tu étais tout jeune, il y avait une cour à scrap. Oui, cimetière d'automobile. OK, une cour à scrap spécifiquement pour les automobiles. Puis de ton imaginaire, on a même parlé de sculpture à un moment donné. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on s'était dit? Moi, je t'avais posé la question, est-ce que tu as déjà créé des choses à partir de ce que tu trouvais dans la cour à scrap? Mais je pense que tu étais trop jeune à ce moment-là. Ah oui, c'est ça. Oui, effectivement, mon père avait une cour à scrap quand j'étais plus jeune. Fait que j'ai un certain talent en mécanique grâce à mon père. OK, mais donc ça t'a amené vers la mécanique automobile, ou en tout cas la mécanique de façon générale?
Ouais, ben c'est toujours avec restriction. Je vais essayer de parler moins de mon père parce que s'il voit ça, il va être fâché. Ah, OK, bon. Ah ouais, il va venir rouge puis il va me dire là, parce que tu t'enregistres sur la barre d'Internet tout de suite. Là. Fait que la sculpture. Oui. Alors, la sculpture, j'ai eu la chance de faire la sculpture à l'atelier Paré. J'ai fait de la sculpture sur bois. L'atelier Paré, c'est à Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est un musée sur justement Alphonse Paré qui, lui, sculpte le bois. Oui. Et c'est un grand sculpteur. Il y a des œuvres au Vatican. Il a fait tous les bancs de l'église, en fait, de la basilique Sainte-Anne. Et il y a un style propre à lui qui est quand même assez impressionnant. Et puis, sa dernière collection qu'il avait faite, c'était les mythes et légendes. Okay. J'adore le Québec et j'adore surtout les mythes et légendes du Québec. Et c'était un beau musée à aller voir. Puis j'ai eu la chance de sculpter le bois là-bas avec les sculpteurs de bois qui étaient présents. Fait que moi, ce que j'ai fait comme sculpture là-bas, c'est que j'ai fait une représentation d'un skateboard en tilleul. Tilleul qui est un bois. Ouais. Moi, je savais pas que le tilleul existait. OK. D'après moi, c'était comme du boulot. Ouais. Ou du Canadian Maple. OK. Pas mal juste ça. Mais du tilleul. Ouais. Bref, on a du tilleul. Puis j'ai fait une sculpture de bois. J'ai fait un petit skateboard avec collage aussi parce que les trucks devaient coller. Fait que c'était une nouvelle technique que j'apprenais. Puis, tu sais, quand tu as une nouvelle technique à apprendre, toutes tes autres techniques que tu as déjà utilisées te flash, tu te dis « Ah, ben là, moi, je pourrais faire ça avec ça, avec ça. » Tu fais des connexions. Exactement, toutes les connexions se font. Avec la sculpture. Est-ce que je fais encore la sculpture sur bois? Malheureusement, j'en ai pas refait en 2020. Okay. Mais ça reste quelque chose, une possibilité. Oui, puis tu sais, c'est le fun de tout essayer, puis l'important, c'est pas d'avoir peur d'échouer. Si tu fais quelque chose puis c'est pas beau, c'est pas grave, tu sais. C'est ton premier, le deuxième va être amélioré, tu sais. Oui, puis là, c'est ça, puis on avait parlé. Puis moi, j'adore ta philosophie par rapport à la création. Il faut se lancer, puis lui-même, ça marche pas, c'est pas grave. C'est à force de répéter, puis qu'on apprend de l'expérience, puis finalement, on acquiert une connaissance, puis on arrive à un résultat. Donc, c'est cette aventure-là. T'as pas peur de faire ça. C'est déjà... C'est ça. Dans le fond, le monde, quand que tu te coupes du monde, ben en fait, pas quand tu restes dans ton appartement et tu sors pas. Là. Je veux dire, quand tu arrêtes de voir comment que le monde te juge puis que tu te fais confiance à toi-même, tu as beaucoup plus d'aller, tu as beaucoup plus de... Tu as un momentum, tu sais, t'es dans ta bulle, tu avances, puis tu crées. Puis si jamais tu fais quelque chose, il va toujours avoir quelqu'un qui va être contre ce que tu as fait. Même si c'est beau, même si c'est parfait. Céline Dion, il y a du monde qui est contre Céline Dion. N'importe quel sujet, il va y avoir des désaccords. Puis il faut faire abstraction de ça, puis te lancer. Moi, quand je faisais du rap, je faisais de l'improvisation, OK? Puis la meilleure chose à faire quand tu fais de l'improvisation, c'est de ne pas écouter les autres avant toi. C'est d'être dans ta tête, puis quand que ça part, la musique, elle joue, puis c'est là où tu es dans ta tête, puis ça travaille. Ton univers. Ensuite de ça, tu commences à piger sur ton environnement alentour pour pouvoir impressionner les gens autour de toi, parce que eux autres, ils vont... Ils veulent relate, ils veulent s'identifier à ce que tu fais. Ouais. Fait que c'est sûr que si tu parles pas du pull bleu et de la paire de jeans à Stéphane, ils vont croire que c'est du matériel déjà existant. Fait que pour l'improvisation, c'est important de s'improviser, puis surtout... De chercher des éléments là, dans l'immédiat, dans le présent. Dans le présent, puis d'enlever ce stress-là de te comparer aux autres avant. Parce que si tu te compares, si tu te mets une barrière, puis t'as pas besoin de barrière parce que même, tu sais, admettons, là, la barrière, tu te la fixes, là, admettons, tu veux faire un examen à l'école, tu te dis, moi, je vais avoir 80 % des grandes chances que tu frappes ton 70. Ouais. Si tu dis, je veux 100 % il y a des grandes chances que tu l'ailles ton 80. Fait que te mettre ta barrière de niveau de défi pour t'améliorer, à un certain point, quand tu as tous les outils, c'est bon. Mais quand tu es en moment où ce que tu veux créer, se mettre cette barrière-là, c'est inutile. Elle fait juste faire en sorte que tu ne vas jamais lancer assez loin ta balle. Quand que si c'est pas là, tu lances ta balle, puis ah, ben regarde, je m'aurais rendu là. Ouais. Fait que la prochaine fois, anyway, tu vas relancer, on va avoir plus de jus dans le bras. Fait que
Ça va aller comme ça, oui. Pour la création, c'est ça, se dissocier des autres puis pas se comparer, ça l'aide beaucoup. Hey, on arrive au terme de notre rencontre, c'est fou, hein? Hey, bon, c'est quoi tes projets? Qu'est-ce qui s'annonce pour toi, là? Qu'est-ce qui s'annonce pour moi? Ben, une très grande été avec l'école de planche à roulettes et toasters. Okay. On va avoir différents... Oui, les toasters. Tu on en parle un peu? Oui, toaster, mais c'est pour l'expression orale, ça, toaster. Oui, en fait, c'est anglais-français. OK. Fait que c'est bilingue. OK. Ça s'appelle école de planche à roulettes, fait que l'appellation est française. Oui. Les toasters, les Anglais sont capables de le savoir, les Français sont capables de le catcher. Oui. Quand tu fais du skateboard pendant l'été, OK? Oui. Au skatepark, puis tu as ton chandail sur le dos, ben tu broses en habitant. OK, oui. Fait que c'est ça, être toasté. OK, d'accord, OK. OK, bon. Ouais, fait que être toasté, c'est pas être toasté d'une autre façon. Là. Le monde, c'est comme pourquoi? Mais non, c'est ça. Va faire une petite session de skateboard pendant l'été. Tu vas voir c'est quoi être toasté assez vite. OK, alors c'est ton projet, mais bon, je dis pas que c'est pas créatif, mais c'est créatif, surtout dans ton rapport avec les jeunes, parce que t'as vraiment un rapport privilégié. Je pense que tu sais leur parler, tu sais les rencontrer, puis tu sais les motiver dans leur action, ce qui est absolument merveilleux. Mais au point de vue de toi, de création pour toi... Mais tu vois, présentement, avec les toasters, ce que je suis en train de créer, le projet s'appelle Laboratoire. Okay. C'est que j'ai modifié le Toastodrome. Le Toastodrome, c'est le local que j'ai pour enseigner aux jeunes l'hiver et quand il pleut. Parce que les cours, si tu donnes les cours puis que tu commences à reporter à cause des pluies, ça fonctionne pas. Fait que j'ai amélioré le Toastodrome, puis j'ai développé le projet Laboratoire qui va être un projet pour, dans le fond, tout tester les capacités et les habiletés de chaque skater qui vont venir au Toastodrome. C'est beaucoup de travail en ce moment, puis je te dirais que c'est un peu une balle que je lance parce que d'habitude, ce que je fais en skateboard, c'est que je crée une activité que les jeunes, avec pas leur handicap, mais tu sais, un enfant de 4 ans, ça n'a pas encore super de force d'un jambe pour sauter par-dessus une poubelle à pique-nique ou une table à pique-nique. Ouais, OK, d'accord. Fait qu'on fait un concours de limbo. Les jeunes peuvent se baisser, tu sais, là, c'est la flexibilité. Puis c'est ça qu'ils ont, les jeunes, de la flexibilité. Fait qu'on utilise le meilleur de leurs aptitudes. Donc, ton focus, c'est vraiment à travers ton école. Toute ta créativité, finalement, passe à travers ton école, qui est à Saint-Lazare? Vaudreuil-Soulanges. C'est à Vaudreuil? Oui, les cours privés qu'on donne. Vaudreuil-Soulanges, c'est la région. Ouais, c'est ça, Vaudreuil-Dorion. Oui, non, c'est Vaudreuil-Soulanges parce que, tu vois, on donne des ateliers à Pincourt les samedis. Okay. On fait des ateliers aussi avec la Maison des Jeunes ici à Vaudreuil. Okay. On en fait avec la Maison des Jeunes Les Cèdres. On en a fait à Valleyfield. OK. Alors, tu sais, Valleyfield, tu vois, c'est pas dans Vaudreuil-Soulanges, mais c'est un pont, là, rendu là, c'est correct. Ouais. On en a fait à Sainte-Clette, on en a fait à Coteau-du-Lac. Fait que c'est pour ça que je te dis, c'est Vaudreuil-Soulanges. Puis c'est cool parce que notre but, dans le fond, c'est qu'il y a des vieux skateparks, OK, avec des vieux modules préfabriqués. Qui sont presque abandonnés, puis que vous les... Exactement. Nous, on est présent, on invite, on fait un partenariat avec les villes. Les villes invitent leurs citoyens, puis les citoyens peuvent venir essayer le skateboard avec nous autres. Nous autres, on est là pour les encadrer, on a le matériel. Puis je te dirais que, tu sais, après les 2 premières semaines, là, les parents, là, c'est une sortie au parc, là, ils s'en viennent avec leur cooler, c'est assis à l'ombre, puis vas-y, jeune, vas-y. De temps en temps, il tombe, un genou qui s'écorche. Petit plaster, le parent, hey, franchement, il est dehors, laisse-les dehors. Merveilleux. Merci aussi d'avoir participé à cette émission. Puis, voyez comme c'est merveilleux à chaque fois les rencontres. Alors, je vous invite à nous joindre la semaine prochaine. Alors, au revoir et au plaisir. Excusez-moi, pourquoi vous étudiez ici? Parce que j'habite à côté. Parce que c'est le meilleur chocolat chaud en ville.
Saviez-vous que Vaudreuil-Soulanges compte plus de 200 cafés et restaurants? Les connaissez-vous?